à toutes et à tous. Merci beaucoup pour cette invitation. C'est un véritable privilège pour moi d'être ici avec vous aujourd'hui et aussi d'ouvrir cette journée. Je m'appelle Paola Schierano, je suis une anthropologue italienne et entre la fin, on va dire le septembre 2018 et la fin de 2019, j'ai mené une longue enquête de terrain dédiée au phénomène de la mobilité mahoraise à La Réunion et à l'évolution des dynamiques d'adaptation, d'intégration des Mahorais sur l'île de Vivre Ensemble. L'objectif, c'était d'évaluer l'impact à distance et à court terme de la départementalisation, ou bien du processus de départementalisation sur les circulations entre Mayotte et La Réunion, les représentations et les auto-représentations des Mahorais en mobilité, donc la manière d'être Mahorais et de vivre la Mahorité à Mayotte et à La Réunion. Donc, la réflexion que je propose aujourd'hui s'appuie sur ces données et consiste en deux parties. La première introduit la question de la stigmatisation des Mahorais à La Réunion et donc l'évolution des régimes et des codes d'altérité. La deuxième partie porte sur l'histoire d'une association qui s'appelait Maison de Mayotte et qui est devenue une institution. Donc une antenne départementale du Conseil départemental de Mayotte. Tout d'abord, il faut dire que la stigmatisation et l'intolérance envers les Mahorais à La Réunion restent un sujet d'actualité. Malgré un demi-siècle de cohabitation, ils restent globalement mal tolérés, sinon rejetés. Ils sont assez souvent indiqués comme la source de tout problème socio-économique de l'île, ainsi que de la montée de la délinquance. On va prendre juste un exemple. Le dernier, c'était le 18 mars 2024. Une pétition a été lancée en ligne contre la délinquance venue de Mayotte. Donc une pétition qui s'appelait « Vive le vivre ensemble, non à la délinquance venue de Mayotte ». C'est là, déjà, nous donne quelques éléments de cette stigmatisation. Donc, contrairement aux représentations stéréotypées et cristallisées qui circulent et qui peuplent l'imaginaire collectif réunionnais à propos des Mahorais et qui ont contribué bien sûr à une certaine marginalisation de ce groupe qui est perçu à tort comme un groupe homogène, figé, avec un fort communautarisme et une faible maîtrise de la langue française, eh bien, au contraire, ces groupes présentent une forte différenciation interne et aussi des fortes tensions intergénérationnelles. Donc, être Mahorais à La Réunion ne signifie pas exporter et reproduire un mode de vie traditionnel, mais signifie plutôt réviser tous les aspects de la vie quotidienne, de l'espace domestique à le choix du madrasa, d'une école coranique. Par exemple, c'est là à La Réunion demande des compromis inédits aux Mahorais, parce que la plupart des madrasas ou des écoles coraniques sont dirigées par des fundis qui sont arabes, donc indo-musulmans du Gujarat, originaires du Gujarat ou des Comoriens. Donc, je reviens ici très brièvement sur ce schéma dédié à la communauté mahoraise à La Réunion pour comprendre qui sont les Mahorais aujourd'hui. Donc on voit que d'un côté il y a la communauté qui est résidente depuis longtemps à La Réunion. Elle est composée par 3 générations qui sont la génération des pionniers, ceux qui sont arrivés à la fin des années 70, début des années 80. Donc ce sont les protagonistes des premières vagues de mobilité à La Réunion. Après, il y a la génération charnière, je l'appelais comme ça. Ce sont en fait les fils des pionniers, on va dire. Donc ceux qui sont arrivés à La Réunion entre 1980 et 90. Ça marche pas? Ah, d'accord. Donc ils sont arrivés à La Réunion à un bas d'âge, donc vers 5, 6, 7 ans. Donc ils ont grandi à La Réunion et ont été imprégnés par les deux foyers culturels. Enfin, il y a la génération clé
la génération clé qui est composée par ceux qui sont nés à La Réunion, par des parents d'origine mahorais, et ils sont grandis à La Réunion et ils sont dénommés désormais Maho-Réunionnais. De l'autre côté, il y a la communauté transitoire, donc ceux qui transitent par La Réunion ou qui résident pour un court période de temps, qui sont surtout les étudiants et les patients. Là, il y a une carte que j'ai élaborée avec la délégation de Mayotte à La Réunion pour voir un peu où sont installés les Mahorais, les communs où il y a plus de Mahorais. Donc, si le profil des Mahorais à mobilité a relativement changé par rapport aux premières vagues, on parle aujourd'hui d'une mobilité, oui, juvénile, estudiantine, et surtout des familles monoparentales composées par une femme et avec ses enfants. Sans doute, les Mahorais à La Réunion d'hier et d'aujourd'hui ne se ressemblent pas. Leur visibilité a changé au fur et à mesure dès l'arrivée des masses des années 90, ainsi que de l'évolution institutionnelle et statutaire de leur île d'origine. Donc, entre 1980 et 90, les clichés sur les Comores, à La Réunion, Comores, on désigne les Mahorais et les Comoriens sans distinction, se multiplient et se cristallisent en alimentant des manifestations flagrantes de racisme et de discrimination. Les graffitis Comores dehors, par exemple, qui sont apparus auprès de nombreux logements sociaux dans différents communs de l'île au début des années 2000 et sont un témoignage de cette intolérance. Une des mes interlocuteurs les plus anciennes, qui habite à La Réunion depuis la fin des années 70 et qui aujourd'hui a plus de 70 ans, et ils sont très rares à Mayotte parce qu'ils ont tendance à rentrer à Mayotte. Il m'a confié ça, il m'a dit dans les années 80, on avait peur. Ils étaient tous des racistes. On ne pouvait pas se promener avec le kofia, le bonnet religieux, avec légèreté. Le mot d'ordre était discrétion. Les gens étaient très discrets. Donc par rapport à ça, ce passage de la discrétion à l'ostentation, il faut dire aussi que les Mahorais regardent aux expériences des autres populations d'outre-mer, et donc au processus d'assimilation qui ont vécu ailleurs. Et généralement, ils ne sont pas d'accord à rejeter leurs origines pour l'assimilation et pour en récupérer après les miettes révisées de ces traditions. Un autre interlocuteur que j'avais interviewé à Mayotte, il m'avait dit « S'il faut oublier le chimarais, on l'oublie. S'il faut oublier le manioc, on l'oublie pour être un département. Mais finalement, ce n'est pas notre souhait d'oublier le manioc, d'oublier la religion et d'oublier le chimarais. » Donc, qu'est-ce que j'ai compris en parlant avec les Mahorais à La Réunion? Que à partir de la signature des accords sur l'avenir de Mayotte en 2000 et encore plus après la départementalisation, il semble que les Mahorais à Mayotte et à La Réunion, ils ont commencé à afficher avec fierté les signes de leur appartenance culturelle, bien plus qu'avant. Donc, de quelle manière interpréter le passage de la discrétion à l'ostentation de cette majorité et donc de la revendication d'un droit à la différence? Droit à la différence, il faut dire aussi qu'il était revendiqué selon les différentes époques, aussi par les autres groupes ethniques étrangers installés à La Réunion. Dans un article qui est en cours de publication en langue française, j'ai analysé le parcours, par exemple, des Tamouls et des Sinois, donc les deux communautés d'origine indienne et chinoise à La Réunion, pour comprendre quels sont les éléments qui ont qui ont favorisé leur acceptation et donc le passage du statut d'étranger à celui de réunionnais d'origine indienne ou réunionnais d'origine chinoise. Donc, historiquement, dans le contexte réunionnais, on voit différents processus qui s'entremêlent, donc le processus d'assimilation républicaine, le processus de créolisation, qui s'accompagnent à des formes de discrimination, d'intolérance interethnique et de rejet. Donc dans cette diapositive, vous voyez l'ethnonyme Comore reste communément employé par le Réunionnais pour désigner les originaires des îles. Mais il est vrai aussi que depuis quelques temps, on va dire une dizaine d'années, depuis la départementalisation en fait, la plupart des reproches portés à ces groupes sont adressés aux Mahorais.
non plus aux Comoriens. Donc, on voit ce passage en analysant l'évolution, par exemple, de la grammaire du régé. Donc, l'évolution de l'expression « ban comore », qui était courant dans les années 90, à « ban maoré ». Ban, c'est une abréviation de bande, pour dire vous, bande de maoré. Même chose, ça passe avec une autre expression qui est pes. Pes comore, c'est devenu pes maoré, espèce de maoré. Cela m'a été confirmé par une des représentants, et pas seulement par elle, bien sûr, mais je vous porte sa témoignage, qui s'appelait Amina et qui était représentante de la génération charnière. Donc elle était arrivée à La Réunion dans les années 1985, à l'âge de 8 ans. Et elle m'a dit, maintenant, ils ne vont plus te dire t'es Comore, mais plutôt oh, pes maoré. Pourquoi? Parce que les Maorais, en fait, c'est les Maorais qui le disent, se font plus remarquer par rapport aux Comoriens à La Réunion. Ils se font remarquer à niveau vestimentaire, à niveau linguistique, etc. Ça, c'est lié à cette ostentation de la Maorité. Donc, qu'est-ce qui s'est passé entre la génération des pionniers et la génération clé, mais je dirais déjà entre la génération des pionniers et leurs enfants? Bon, les stratégies mimétiques adoptées par les Comoriens, ainsi que le caractère permanent de leurs installations, ont grandement favorisé leur adaptation et acceptation au contexte réunionnais, et donc par conséquent leur insertion, soit sociale, soit professionnelle. Et on va revenir sur ce point. Vice-versa, les Maorais présentent une mineure stabilité du point de vue résidentiel. Ils sont protagonistes d'importantes circulations entre La Réunion, l'Hexagone et Mayotte. Pour longtemps, La Réunion a représenté une destination temporaire de la mobilité mahoraise, donc une étape avant de partir pour la métropole. Ça, c'est le cas de la plupart des étudiants, des jeunes. Ou un lieu de retour après un échec traumatique sur les continents, ou encore un bon compromis entre Mayotte et la métropole qui est géographiquement trop distant et aussi à niveau culturel. Donc les stratégies mimétiques adoptées par les pionniers des premières vagues de la mobilité ont disparu progressivement de manière directement proportionnelle aux arrivées de masse des années 90 et à l'évolution institutionnelle de Mayotte. Ah, d'accord, oui. Donc, à niveau de l'insertion professionnelle, on sait que La Réunion compte presque 20% de chômeurs. C'est le taux de chômage le plus élevé après celui de Mayotte. Mais qu'est-ce qu'il nous dit, le taux d'emploi, à propos des conditions d'intégration et d'exclusion des Mahorais à La Réunion aujourd'hui? Donc, selon l'ANSEE, ça sont des données qui datent de 2019, je pense, mais ils ont été publiées en 2022. On voit que les Mahorais qui ont un emploi à La Réunion sont le 12%. On voit que les Comoriens ont un taux d'emploi de 20%, les Malgaches 36%, les Réunionnais, les natifs de La Réunion 40% et les natifs de l'Hexagone 67%. Donc, déjà, ce graphique, il nous dit quelque chose à propos de l'intégration, de la construction aussi, de la citoyenneté. Parce qu'en fait, c'est compliqué d'être embauché à La Réunion si on est Mahorais, mais aussi de trouver un stage. Et ça, les raisons, ils sont toujours le mépris, les stéréotypes négatifs, même si on dit qu'il y a des autres problèmes à niveau d'offres d'emploi. À ce propos, j'aimerais partager avec vous une histoire, une petite histoire. C'est un cas que j'ai suivi de près. C'est l'histoire de Sinina, une jeune étudiante en Master 2 en 2019. Elle étudiait mathématiques à l'Université de La Réunion. Et son histoire, il me semble bien exemplifier, je ne dirais pas forcément un épisode de racisme dissimulé, mais bien sûr d'une certaine discrimination. Donc, en mars 2019,
Sinina se rend à la délégation de Mayotte à La Réunion, visiblement démoralisée. Malgré les efforts, elle n'arrive pas à trouver un stage pour la validation de son diplôme, donc elle était en panique. Elle a envoyé une dizaine de candidatures et n'a pas eu une réponse. Et c'est là, c'est une parabole commun aux étudiants mahorais à La Réunion. Donc, Sinina est accueillie par Sofia, conseillère d'orientation au pôle formation insertion et chargée de l'accompagnement des étudiants à la délégation de Mayotte à La Réunion. Donc, le lendemain, candidature à la main, on est parti, moi, Sinina et Sofia, et on est allé auprès d'une dizaine d'entreprises disséminées entre Saint-Denis et le port. L'objectif, c'était bien sûr celui de rentrer le soir avec une proposition de stage pour Sinina et en même temps de sensibiliser les professionnels aux activités de la délégation de Mayotte. Ce modus operandi que j'ai rebaptisé un peu en plaisantant le système Sofia, parce que j'avais jamais vu une chose comme ça, a suscité des réactions différentes, dans l'ensemble positives, avec des exceptions, avec quelques exceptions. Dans un cas, la responsable d'une grande entreprise a coupé court le discours, comme en lisant le nom, le prénom de Sinina sur son porte-bloc. Elle avait déjà tout compris. Quelqu'un est allé plus loin en disant que si les Mahorais n'arrivent pas à être embauchés, c'est parce qu'il y a l'obligation à privilégier les Réunionnais, où le taux de chômage est particulièrement élevé. Et ça, c'est donc le racisme qui en accuse, qui est rejeté par la société réunionnaise, se cache néanmoins dans ce genre d'arguments, tels que la préférence régionale. Et la préférence régionale, c'est un argument qui les Mahorais connaissent très bien aussi à Mayotte, parce que c'est la même chose qui se passe avec les Comoriens qui ont été employés dans les institutions. Toutefois, la réponse ce jour-là était univoque, pas besoin pour l'instant. Donc, petit spoiler, après quelques jours, Sinina a reçu une proposition de stage par Aerostral, compagnie aérienne réunionnaise qui détient le monopole sur les liaisons La Réunion-Mayotte et qui soutient depuis longtemps le travail de la délégation de Mayotte à La Réunion. Donc, oui, le système Sofia est en marche, mais les obstacles à surmonter, en termes de stigma, des risques xénophobes, ils sont encore nombreux. Ce jour-là, le système Sofia n'a pas vraiment fonctionné parce qu'en fait, il n'y a pas eu de nouveaux partenaires pour effectuer des stages. En interrogeant les Mahorais à La Réunion, j'ai compris que les facteurs essentiels pour la bonne réussite de leur intégration reposent sur la reconnaissance de leur francité à part entière. Donc l'acceptation de la part des Réunionnais que les Mahorais, ils sont français en France, à Mayotte et à La Réunion. Donc, paradoxalement, tout ce qui pourrait aider la communauté mahoraise à une installation harmonieuse à La Réunion semble contribuer à sa marginalisation. D'un côté, on l'a dit, le Réunionnais leur reproche un attachement instrumental à la citoyenneté française. Il les définit des Français des papiers. C'est intéressant aussi de voir l'autre côté, c'est-à-dire les Mahorais qui sont restés à Mayotte, qui regardent les Mahorais à La Réunion comme des créoles. Voilà, aux yeux des Mahorais qui sont restés à Mayotte, les Mahorais à La Réunion, ils sont des créoles, surtout les jeunes. De l'autre côté, la confession musulmane, partagée avec d'autres communautés, comme bien sûr les Comoriens, les Arabes, les Karans, ne représente pas forcément un élément d'inclusion. Les Arabes ne partagent pas certaines pratiques ou temps rituels des Maoris comoriens. Et donc, ils ont confié la gestion de certaines mosquées, notamment la mosquée de Latanier, la mosquée de Sainte-Clotilde, à des personnalités comoriennes. Et cela a alimenté autre tensions de nature ethno-politique et religieuse entre Mahorais et Comoriens. Il faut dire aussi que les rapports entre Mahorais et Comoriens ne sont pas apaisés à La Réunion. Souvent, les Mahorais se sont traités comme des mécréants, comme des traîtres, en raison de leur nationalité. Toutefois, Mahorais et Comoriens partagent la plupart des pratiques rituelles et donc ils participent à la cotisation pour l'aménagement des mosquées et le soutien communautaire, ce qui oblige à une convivialité de façade, mais qui est fourrée d'animosité. On va revenir sur ce point.
Dans ce contexte, la création d'un réseau associatif représente une atout formidable de soutien, de cohésion sociale, mais si on ajoute l'ostentation des marques et pratiques culturelles, cela fait des Mahorais le bouc émissaire parfait de tous les maux de la société réunionnaise. Donc, la mise en valeur de la maorité est perçue par les Réunionnais comme une provocation, comme cela confirme le manque de volonté d'intégration. Mais nous sommes ici loin des phénomènes de retour aux sources, des renouveaux identitaires qu'on a vu par exemple dans certains groupes ethniques à La Réunion, comme les Tamouls, les Sinois, etc. Pourquoi? Parce que les origines de cette ostentation de l'identité mahoraise, qui a été au début étouffée mais jamais régnée, ne relève pas vraiment de réaction ni au mécanisme d'assimilation républicaine, ni au mécanisme de créolisation, mais plutôt ça représente une réponse à un certain discours anti-mahorais qui circule et qui est populaire dans un milieu comorien et qui est exporté par la diaspora. Anti-mahorais et anti-Mayotte française, mais ce sont deux choses différentes. Animosité, je disais tout à l'heure, entre Mahorais et Comoriennes, qui sont liées bien sûr à l'évolution institutionnelle de l'île de Mayotte et à la Réunion aussi de l'évolution qui a eu la maison de Mayotte. Je disais, et on va passer à la deuxième partie de cette présentation. Donc, l'histoire de la maison de Mayotte à La Réunion est une histoire très intéressante d'une association qui est devenue institution. Entre la fin des années 80 et le début des années 2000, la portée du phénomène de la mobilité mahoraise à La Réunion a obligé les institutions à un engagement formel finalisé à l'accompagnement des concitoyens déplacés. L'association, c'est celui-là. Donc, l'association Maison de Mayotte à La Réunion, née en 1999, à l'initiative du Conseil général de Mayotte et de son président Younous Abawana, qui avait toujours soutenu la mise en place d'un point d'ancrage pour les Mahorais et leurs associations. Les activités de la Maison de Mayotte ne sont pas nouvelles, mais découlent d'une autre association qui existait, qui était active depuis 1984, donc depuis vraiment les origines de cette mobilité, et qui s'appelait l'Union culturelle des jeunes Mahorais à La Réunion. Même l'Union culturelle des jeunes Mahorais à La Réunion a été créée sous impulsion de la collectivité territoriale. Et elle a fourni un soutien si important aux Mahorais à La Réunion qu'en 1999, le Conseil général a formalisé sa position en rebaptisant l'association Maison de Mayotte et a acheté les locaux où il se trouve aujourd'hui cette belle ville, parce que c'est une belle ville, une belle maison. Bon, les actions et les finalités du Conseil général, qui aujourd'hui s'appelle Conseil départemental de Mayotte, ont changé en fonction du poids des Mahorais en mobilité, de leurs nécessités bien sûr, mais aussi de l'évolution institutionnelle de l'île. Donc, on voit que l'Union des jeunes Mahorais et Maison de Mayotte ont deux associations, mais qui ont des activités un peu différentes. Une nouvelle phase s'ouvre avec l'institutionnalisation de la Maison de Mayotte, qui en 2006 a été rebaptisée Délégation du Conseil départemental de Mayotte à La Réunion, DMR. La transformation de l'association en service départemental prévoyait un long parcours avec des adaptations progressives et qui a été achevé le 15 février 2019 avec l'inauguration officielle de la délégation. Et là, il y a une image que j'avais prise à cette occasion. Donc, à l'heure actuelle, l'ADMR représente le relais institutionnel des Mahorais à La Réunion. Elle s'engage à sensibiliser la communauté réunionnaise face à la présence mahoraise sur l'île et à soutenir l'insertion économique et sociale à travers des œuvres de partenariat interdépartemental. Cela dit, une question se pose. Pourquoi la Maison de Mayotte est-elle transformée en une délégation départementale dans une institution? Les raisons sont multiples, autant que les effets. Selon l'un de mes interlocuteurs qui a suivi de près le processus d'institutionnalisation, il a dit que la Cour des comptes de Mayotte jugeait excessifs les frais de gestion de la Maison de Mayotte. On parle à l'époque de 300 000 francs par an.
Donc ce coût pouvait être réduit considérablement, transformant l'association dans un service du département. En même temps, Mayotte s'est préparé à devenir département. Donc, il y avait un cadre général de remaniement accéléré et la Maison de Mayotte devait devenir une vraie plateforme administrative et surtout un partenaire institutionnel fiable pour tous les acteurs concernés. Donc, la transformation de la Maison de Mayotte a accompagné à distance la lente évolution de la collectivité départementale de Mayotte en département. Elle représente d'un côté le reflet de l'évolution institutionnelle et de l'autre la métamorphose socioculturelle des natifs en mobilité. Pour les Mahorais à La Réunion, la Maison de Mayotte était une véritable maison de la communauté où ils se trouvaient chez eux. J'utilise le passé. Comme disait Azma, qui était aussi appelée la mère de la DMR, elle était secrétaire depuis 1999 et est actuellement assistante à la direction de la délégation. Elle disait c'était leur maison où ils pouvaient venir quand ils voulaient faire des manifestations, se retrouver, alors que maintenant, ce n'est plus ça. Comme toute maison mahoraise, on organisait des réunions, des fêtes, des cérémonies, des rituels, aussi des funéraires. Pour des années, une chambre située dans la partie postérieure de la maison de Mayotte accueillit presque quotidiennement les obsèques des Mahorais décédés à La Réunion, accompagnés par la communauté, surtout par les prières des femmes qui faisaient la veille, jusqu'à ou l'enterrement du corps ou le répatriement. Les ablutions mortuaires et la veille représentaient des moments cruciaux, bien sûr, pour le défunt, mais aussi pour la communauté. Mais la circulation des défunts mahorais sur l'île, à l'écart des pompes funèbres traditionnelles, faisait objet d'un scandale médiatique à niveau moral et hygiénique sanitaire. Donc, au lendemain de la départementalisation, le Conseil général de Mayotte prévoyait tout d'abord une mise en sécurité juridique de lieu, c'est-à-dire l'arrêt immédiat de toute activité, de pratiques funéraires et des rituels. La toilette mortuaire à la Maison de Mayotte était déjà une activité peu tolérée par le préfet, vu que lors d'une inspection effectuée par l'Agence régionale de santé avait confirmé l'insalubrité des lieux et s'était prononcé en faveur de sa fermeture. Donc les fonctionnaires de la DMR, dans un premier temps, ils ont déclaré que la fermeture était temporaire juste pour procéder aux travaux des mises en normes. L'objectif des fonctionnaires, comme celui du préfet et du conseil général de Mayotte, et du conseil départemental, c'était bien sûr celui d'éviter toute forme de soulèvement de la population. Il fallait donner au plus vite des solutions alternatives, mais des tensions ont éclaté même à l'intérieur des fonctionnaires, à l'intérieur de la maison de Mayotte, de la délégation, parce qu'il y avait des fonctionnaires envoyés de Mayotte qui savaient comment dire, la non-application de l'interdiction pouvait avoir des retombées négatives sur leur mission. De l'autre côté, il y avait les protagonistes historiques de l'associationnisme mahorais, ceux qui avaient créé la Maison de Mayotte, qui voyaient cette transformation, cette interdiction comme une rupture brutale de ce que la maison a été, et surtout pourquoi elle a été créée, aussi pour ça. Donc, on pourrait affirmer que l'institutionnalisation de la Maison de Mayotte a été vécue par les Mahorais comme une véritable usurpation. Malgré l'interdiction officielle, les tentatives des fonctionnaires de faire converger les flux des défunts vers la mosquée de l'Athénée et la mosquée de Sainte-Clotilde, ou sinon directement à l'hôpital. À l'hôpital, on ne peut pas faire vraiment la veille et toute la toilette comme il faut. Les défunts, ils ont continué à passer, à transiter par la délégation de Mayotte entre 2011 et 2014. On va dire qu'en 2015, ces activités d'accueil de défunts ont terminé définitivement. La mosquée aussi de l'Athénée et de Sainte-Clotilde ne représentait guère une meilleure solution pour les Mahorais, étant donné que les rapports avec la communauté comorienne étaient de plus en plus tendus. Les Comoriennes ont été, entre guillemets, un peu chassés par la Maison de Mayotte, du moment qu'entre 2008 et 2009, une politicienne très connue à Mayotte
lors d'une visite à la maison de Mayotte, avait souligné qu'elle était la maison des Mahorais, donc en sous-entendant que les Comoriens n'étaient pas les bienvenus. Donc à partir de ce moment-là, les tensions étaient exploitées. Ils ont explosé, pardon. Donc la salle mortuaire a définitivement cessé ses activités en 2015 et cet espace a été réadapté lors des travaux de rénovation en 2017 aux toilettes destinées aux usagères de la délégation. Donc aujourd'hui, cet espace-là est devenu une toilette. Malgré les réticences initiales, je vais conclure, les Mahorais ont transféré officiellement le service mortuaire à la mosquée de Sainte-Clotilde. La mosquée de Sainte-Clotilde en 2015, c'était, comme vous la voyez, à gauche. Donc, vétuste, exiguë, pas vraiment accueillant. Donc, elle demandait des restructurations. La communauté mahoraise et ses Comoriens ont décidé de financer cette restructuration en collectant des fonds et jusqu'à son inauguration qui était en avril 2019. Là, la photo que j'avais prise, c'était bien avant de l'inauguration, c'était en janvier, février, je pense. Donc, ils ont trouvé quand même une solution, comme je disais tout à l'heure, une convivialité de façade. Parce qu'en fait, malheureusement, les défunts, il y a presque tous les jours, donc il faut trouver une solution véritablement dans le cours délai. Aujourd'hui, la mosquée de Sainte-Clotilde présente une structure à l'entrée qui est composée par deux chambres, la salle de prière des femmes, et juste à côté, c'est la partie que vous voyez ici, la salle de prière des femmes et la chambre mortuaire à côté, tout en répondant aux nécessités culturelles de la communauté. Lors de la visite que j'avais faite, le Fundi qui dirige cette mosquée, il avait vraiment souligné plusieurs fois que les locaux étaient bien, n'étaient pas comme avant à la maison. Donc, ça a laissé des traces dans les représentations, pas seulement des Réunionnais envers les Mahorais et Comoriens, mais aussi des autres représentations. Ça n'a pas plu aux Comoriens, aux Mahorais d'être vu comme quelqu'un qui portait un scandale hygiénico-sanitaire. Donc, à partir de mes observations sur le terrain, il me semble possible d'affirmer que la mobilité permet une révision, une reformulation des rapports d'altérité, de solidarité entre Mahorais et Comoriennes qui essaient de surmonter les divisions malgré les tensions exportées. Et c'est particulier surtout parce que la sphère religieuse, quand même, c'est ambivalente. Comme je disais tout à l'heure, la religion, c'est le point qui fait mal aux Mahorais parce qu'ils sont traités souvent de mécréants sur ces points. Donc, je conclus avec ces contributions. J'ai essayé de montrer comment l'évolution départementale de Mayotte a produit des effets à niveau social et culturel, même à distance. Le passage de la discrétion à l'ostentation, bon, j'ai dit l'institutionnalisation même de la maison de Mayotte a mis fin à une manière d'être mahorais à La Réunion et cela a imposé une resignification d'un lieu qui est né pour autre nécessité. Et ce qui a représenté une privation importante pour une communauté qui est quand même à risque de marginalisation et d'exclusion sociale. De l'autre, l'achèvement de la bataille pour Mayotte française, le fait d'être reconnu au moins à un niveau législatif, institutionnel, comme des Français à part entière, n'aurait pas affecté leur maorité. Au contraire, il semble avoir motivé une révalorisation, une situation inédite, comme une revendication d'un droit à la différence qui dérive de la reconnaissance et de la complexité de leur histoire à part. Merci. On a le temps pour des questions, on a le temps, on a quelques minutes, puisque normalement on est vraiment bon au niveau du timing. Je crois que c'est la première fois moi, que ça m'arrive dans un séminaire d'être bon dans le timing. Donc on a jusqu'à 10h30 pour prendre des questions. Oui. Tu es? Ah ouais, d'accord. Bien sûr. Merci Paola. J'ai des petites questions ponctuelles. Qu'est-ce qui explique que le taux d'emploi des Comoriens à La Réunion, il n'est pas bon, mais il est quand même meilleur que celui des Mahorais, parce que les Mahorais ont quand même l'avantage de la carte d'identité nationale.
Si je comprends bien, là c'est juste une demande de précision, c'est la départementalisation qui a provoqué des tensions entre Comoriens anjouanais et Mahorais. Ces tensions n'existaient pas avant. Et enfin, j'étais un peu étonné de savoir qu'il y a une mosquée qui s'appelle Sainte-Clotilde. Oui. Alors, je vais à l'envers, donc je pars de la dernière question. Oui, mosquée de Sainte-Clotilde, j'avais mis ici le nom vrai de cette mosquée, Masjid de Quatpou, l'Islam, de Sainte-Clotilde. Sainte-Clotilde est le quartier en fait. D'accord. C'est un quartier en nom de Saint-Denis. D'accord. C'est seulement ça. Non, bien sûr, les tensions entre les Mahorais et les Comoriens datent bien avant de la départementalisation, mais on va dire que la départementalisation a mis vraiment à clôturer toute une discussion qui a duré pour plus d'un demi-siècle. C'est principalement anjouanais mahorais. Bah, il y a aussi les grands Comoriens. Moi, j'ai eu l'occasion d'écouter, même à l'université, des discours un peu... Je ne peux pas dire jusqu'à anti-comorien, mais quand même, dans certains séminaires, il y avait des professeurs comoriens qui se sont exprimés de façon vraiment libre par rapport au contentieux sur la souveraineté de Mayotte, qui m'a un peu choquée, dans le sens que chacun peut exprimer ce qu'il veut, mais ce qui m'avait choqué, qu'il n'y avait pas la contrepartie, il n'y avait pas personne qui pouvait contrebattre à cette vision. Donc je me souviens de ce moment-là où j'étais un peu comme ça, je voulais intervenir, mais je ne me sentais pas prête pour échanger avec un professeur. Je venais d'arriver à la réunion, donc c'était vraiment les premiers mois. Et je me regardais autour à la recherche d'un mahorais dans la salle, parce que je disais, il faut que quelqu'un parle aussi, parce que c'est pas normal qu'il y a seulement cette vision ici. Cela m'a fait un peu réfléchir aussi à niveau des rapports institutionnels, académiques. Il y a comme un appui, je ne sais pas si je peux le dire, mais il y a comme un appui de la question comorienne à La Réunion. Voilà. Les Mahorais ne sont pas bien acceptés, mais ce n'est pas accepté que Mayotte française. Mayotte est comorienne. Pour les Réunionnais, c'est normal que Mayotte retourne aux Comores. Donc ça, j'ai entendu aussi un peu à l'université de parler comme ça, et ça m'avait un peu choqué, juste le fait qu'il n'y avait personne qui pouvait contrebattre à cette vision. Voilà. Et si je peux me permettre d'intervenir, c'est ça qui est intéressant, c'est qu'à la maison de Mayotte, donc elle a parlé justement des générations, différentes générations. Pendant longtemps, la maison de Mayotte a été sous le leadership de la première génération. Et, là, au dernier terrain, moi j'ai rencontré Madi Hassani, qui est aussi une figure à la maison de Mayotte, et en fait ce qui est intéressant, c'est que cette première migration, elle était pro-rattachement de Mayotte aux Comores. Donc c'est aussi ça, et en fait l'ambivalence du discours, elle provient de ça. Ils étaient contre la départementalisation, pro-rattachement aux Comores, et donc forcément ils vont entretenir cette vision-là. Et c'est là où il y a des distinctions aussi entre ces différents membres de génération. Ces effets générationnels sont aussi importants. L'autre génération a passé plus de temps à Mayotte, a passé plus de temps aussi avec le mouvement, on va dire, non pas indépendantiste, mais plutôt le mouvement de rattachement de Mayotte à la France. Et ça aussi, il y a des clivages importants. Et pour revenir au taux d'emploi, parce que tu n'as pas répondu à la question, mais pour revenir au taux d'emploi, moi j'ai une question aussi, c'est que en gros, d'après une lecture très, très éloignée des choses, vraiment très éloignée, c'est-à-dire avant d'aller sur place, j'avais l'impression que l'Anjouanais à Mayotte était un peu l'équivalent du Mahorais à La Réunion. Oui, mais dit autrement, l'Anjouanais par contre, il n'apparaît pas dans le taux d'emploi, puisque l'emploi exercé par les Anjouanais sont plutôt des emplois qu'on pourrait qualifier d'informels, mais qui sont liés aussi à des systèmes beaucoup plus complexes que ça. Je pense que Danote en parlera d'ailleurs. Et donc je voulais savoir si justement l'emploi mahorais à La Réunion était aussi marqué du saut d'informalité ou pas du tout. Oui, d'accord. Alors, je vais répondre. Donc, qu'est-ce qui explique le taux d'emploi des Comoriens? Comme je disais tout à l'heure, le fait qu'il y a deux facteurs, on va dire. Le premier facteur, c'est la question des stratégies mimétiques. Donc, les Comoriens, c'est très rare de voir des femmes comoriennes habillées de manière traditionnelle, avec le salouva ou avec des signes identitaires.
Au contraire, les Mahorais, de plus en plus, même à l'université. J'avais parlé avec une fille, elle était Sinina, la même que dont je vous parlais. Elle m'a dit, moi je suis grandie à La Réunion, toujours en pensant que je n'aurais jamais mis un salouva pour aller à l'école, ou non. Mais quand je suis arrivée à l'université, ça s'est passé. Ça m'est arrivé de venir à l'université avec mon salouva. Bien sûr, à La Réunion, si tu vas avec ton salouva à l'université, quand même, t'es regardé. Ta majorité est bien évidente. Voilà. Au contraire, les Comoriens, généralement, ils ont adopté cette stratégie aussi d'habillement. C'est plus compliqué de les remarquer. Voilà. Donc, déjà, ils donnent aux Réunionnais l'impression de volonté d'intégration. Et en plus, il y a le deuxième facteur, c'est le facteur de retour. Ça, c'est un peu le noyau qui caractérise les Mahorais par rapport aux autres. Dans le sens que les Mahorais, qu'ils soient jeunes, adultes, aux anciennes, dans sa tête, il a toujours le retour à Mayotte. Chose qu'il n'y a pas dans la plupart des Comoriens. La plupart des Comoriens que j'ai connus, bon, il y a des gens qui font des allers-retours, hein, bien sûr, il y a aussi des circulations, c'est normal. Mais il y a une grosse partie des Comoriens qui sont à La Réunion, qui ne reviennent jamais aux Comores, des fois parce qu'ils n'ont pas les papiers. Il y a aussi cette question-là, de plus en plus, des gens qui sont arrivés à La Réunion, peut-être avec des événements sportifs. Ça, c'est une chose que j'ai entendue tellement beaucoup de fois, des gens qui sont arrivés et après ils sont disparus dans la brousse réunionnaise, ils sont restés à La Réunion et plus jamais ils sont revenus aux Comores. Et il y a beaucoup de Mahorais qui m'ont parlé de ça, des gens qui vivent dans cette situation irrégulière pour toute sa vie, jusqu'à la mort. Et après, ils restent aussi à La Réunion après la mort. Donc, oui, pour ce qui concerne ta question, Anthony, bien sûr, il y a tout un fond d'activités informelles qui permet surtout, pas surtout, aussi aux hommes, mais surtout aux femmes de gérer leur vie, et qui n'est pas fait que des allocations, comme on peut penser, mais il y a aussi des petits commerces qu'ils font. Je pense par exemple à la vente des salouvas, des trucs comme ça. Il y a plein de femmes qui font des petits commerces, qui partent, ils vont quelques jours, même à Dubaï, ils achètent des choses, ils reviennent à La Réunion, et avec le passe-parole, un container, il va disparaître très vite. Donc, oui, bien sûr, il y a aussi cette question de l'activité informelle qui, bien sûr, n'arrive pas à être vue par les institutions. Oui. Il y a, comme vous voulez. Damien, Olivier, Damien. À partir de l'année 2014-2015, il y a eu en fait à Mayotte, au niveau du conseil départemental, c'était sous la présidence de Toumani Douchina, si ma mémoire est bonne, il y a eu en fait une remise en scène de la figure des femmes, notamment de la figure des chatouilleuses, qui a été remobilisée. Alors il y a eu tout un tas de trucs avec des fascicules produits par le conseil départemental qui remettaient en avant ces figures-là en fait féminines des chatouilleuses. Dans un discours qui s'articulait assez bien à l'époque avec une tentative de montrer les femmes comme vraiment des actrices de la politique locale, etc., etc. Il y a eu dans le même temps, dans les années qui ont suivi, des femmes mahoraises qui ont réutilisé, mobilisé, on va dire, certains atours, notamment physiques, notamment le masque de Ntinzano, dans l'espace public. Le masque de Ntinzano, c'est un masque au bois de santal, en fait, ce qui fait le visage rond et blanc, dans l'espace public, alors qu'en fait, le masque de Ntinzano est traditionnellement utilisé pour la femme mariée dans l'interface avec son mari. Et il y a eu des émissions de télévision, notamment une qui s'appelle Le Salouva au Vassilien,
qu'il est encore là, probablement, je regardais cette émission, C'est à fond. Ouais. Donc en fait, on a cette espèce de retournement de l'atout féminin qui est... Alors pour celui de... Merci. Ouais, c'est pour ceux qui sont ouais, désolé. Il y a eu donc en fait un espèce de renversement des atouts féminins dans l'espace public sur cette phase-là, à partir de 2015-2016. Moi je le lis à Mayotte sur des effets de... Comme si finalement l'identité mahoraise, la maorité était vécue comme attaquée dans cet espace-temps-là, et donc il y a cette espèce de mise en scène, de surmise en scène. Et je me demandais, dans ce que tu observes toi, à La Réunion, au niveau de la Maison des Femmes, est-ce que ces références-là, notamment aux chatouilleuses, à l'héritage des chatouilleuses, est-ce que ça a été mobilisé, sachant que vous avez dit, si j'ai bien compris, que dans les années 80, quelque part, cette Maison des Femmes à La Réunion était une enclave de gens assez minoritaires pour qui la position était Mayotte appartient aux Comores. Et voilà. Donc, qu'est-ce qui s'est passé à cet endroit sur la question des chatouilles notamment? Oui, merci Damien pour cette question. Oui, ça m'a fait plaisir de savoir. Ça porte une confirmation à ma vision de cette ostentation de l'identité et qui ne va pas forcément contre la départementalisation, l'assimilation. Ça, c'est vraiment une originalité du contexte mahorais. Le fait que pas forcément il faut écraser la tradition, donc assimiler et après donner quelques miettes, retrouver quelques miettes de tradition. Alors, la question du salouva et des femmes chatouilleuses, elle est fort entendue par les femmes et aussi les hommes à La Réunion. Moi, par exemple, les fois que je suis partie à Mayotte, je n'ai pas vu trop de fois, mais peut-être que c'est un cas, des salouva avec l'image de Zenandere ou de Yunus Abamana, comme je l'ai vu à La Réunion. Mais ça, c'est évident. Il y a d'autres salouva, il y a d'autres formes, couleurs, tout ça, mais à chaque fois qu'il y a un événement, mais même pas un événement, juste... je sais pas, un samedi, il faut se voir là, il y a quelqu'un avec le salouva, avec le Sabamana et Zenandere. Donc, ça c'est une revendication belle et nette, bien forte. Sur l'histoire des chatouilleuses, moi je suis tombée amoureuse de Mayotte en étudiant cette histoire-là. Après, je sais qu'il faut prendre l'histoire toujours avec... parce que c'est... Bon, l'histoire que nous connaissons, c'est l'histoire que quelqu'un d'autre a voulu nous faire connaître. Mais il y aura quand même quelque chose de vrai dans cette histoire. Ce serait vrai que les femmes mahoraises sont restées toutes seules pour des années à Mayotte, que la vie était vraiment compliquée, il n'y avait rien à manger. Les anciens que j'ai connus à La Réunion qui m'ont raconté de cet épisode, de cette période-là, ils me disaient, on l'appelait la période du silgom. Moi, je sais pourquoi le silgom, parce qu'on mangeait des choses, on prenait les choses de l'arbre qui n'étaient pas mûres pour éviter que les Comoriennes venaient se ramasser aussi ces choses-là. Donc on mangeait les fruits de l'arbre à pain qui n'étaient pas encore mûrs, et donc quand tu les préparais, ils donnaient cette consistance de gomme. Voilà. Des mémoires comme ça, tu ne peux pas les inventer. Voilà. C'est quelque chose qui s'est passé vraiment. Je ne peux pas dire que... Je ne peux pas penser que c'est pas vrai, que l'histoire des chatouilleuses est un montage. J'ai entendu dire des choses à propos de l'histoire. Mais ça me semble... Je me pose toujours dans une situation, comment dire, objective dans cette bataille comorienne mahoraise. Moi, je suis pour la liberté des gens, donc si quelqu'un il veut voter d'être libre, c'est juste qu'il soit libre, voilà, ou pas. Mais il me semble que ce discours contre l'histoire des chatouilleuses et tout ça, il va vers ce discours anti-mahorais qui circule, qui est révisé toujours, le mahorais qui n'existe pas, le mahorais qui est un enjoigné qui a perdu sa foi. Bon, peut-être, mais si quelqu'un se reconnaît dans cette... si quelqu'un
a des origines anjouanaises, mais il veut se reconnaître en tant que Mahorais pour quelques raisons. Pourquoi il ne peut pas le faire? Par exemple, moi j'ai entendu des filles, des jeunes filles d'origine anjouanaise qui sont nées à Mayotte et qui à l'âge de 1 an, 2 ans sont arrivées à La Réunion. Leurs parents anjouanais résidaient à Mayotte depuis très longtemps et ils parlaient désormais chimaorais et avaient des autres proches qui étaient des mi-maorais, des mi-anjouanais. Et à La Réunion, ils ont continué à parler en chimaorais. Donc ils me disaient, moi oui, j'ai des origines anjouanaises, mais moi je me sens maorais parce que à la maison on parle chimaorais. Donc, bon, là il y a un autre niveau de complexité qui s'ouvre, bien sûr, un niveau d'identification, de la mobilité, qu'est-ce qui s'apporte, voilà. Mais, oui, à La Réunion, peut-être la question de la bataille départementale est ressentie peut-être bien plus fort que, je ne sais pas si à Mayotte là maintenant, mais il y a un groupe, un mouvement qui est géré par des femmes fortes, je veux dire, qui n'ont pas peur de s'exposer, qui n'ont pas peur d'aller sur les médias à dire qu'est-ce qu'ils pensent, qui je ne trouve pas, par exemple, ici à Métropole. Ça, c'était une chose que j'avais remarqué il y a quelques années. J'étais ici à Paris pour une bref période de mobilité, à étudier la mobilité des Mahorais en Île-de-France. Et il y avait des manifestations, des protestations pour la sécurité à Mayotte. À La Réunion, il y avait plein de gens qui manifestaient pour Mayotte, pour aider, tout ça. Et ici, à Métropole, je n'ai pas eu cette... j'entendais pas cette présence à niveau associatif des gens qui disaient aidez-nous à Mayotte. Comme au contraire, j'ai entendu à La Réunion. Oui. J'ai terminé. Oui, oui. Je suis désolé. Non, mais c'est pas une question, c'est parce que moi je connais rien à Mayotte et à La Réunion et je ne sais pas ce que c'est que les chatouilleuses. Ah, ouais, vous avez raison. Les chatouilleuses, c'est le nom qu'ils ont donné aux femmes entre les années entre les années 60 et 70. Des femmes qui chatouillaient, donc qui faisaient la chatouille. C'était pas vraiment comme ça. Moi, je me suis fait chatouiller par une ancienne pour comprendre pourquoi les gens avaient si peur de ces femmes qui faisaient comme ça. Et il m'a vraiment mis les doigts ici. Il m'a fait tellement mal que j'ai compris qu'est-ce qui passait les politiciens qui venaient, les politiciens comoriens, qui venaient à Mayotte pour parler pour convaincre les gens à rester comoriens, tout ça. Donc les femmes faisaient un accueil un peu particulier, souvent à ces politiciens-là, par exemple à l'aéroport ou à la barge, et ils partaient en 5 et 6 et ils se posaient sur le corps de ce pauvre politicien et ils commençaient à chatouiller jusqu'à la mort, on va dire. Et donc la deuxième fois, il évitait de venir à Mayotte, tout ça. Mais cette bataille, ce mouvement des chatouilleuses a véritablement fait l'histoire de Mayotte française.